Ce matin, parce que j'ai pas s'exprimer beaucoup mieux que moi sur ce sujet, nous avons été retenus pour 2020, c'est ça cette année, c'est Bordeaux, pour organiser les grandes rencontres, comment vous appelez ça? Du tourisme fluvial. Du tourisme fluvial. Les assises nationales du tourisme fluvial. C'est quand même pas mal. Donc, voilà. Tu nous en dis un petit mot? Oui. C'était pas gagné d'avance. Hein. Donc cette année, enfin en 2018, ces assises nationales ont eu lieu à Bordeaux. Et donc il fallait candidater. Auxerre a appris qu'il fallait candidater un petit peu tardivement. On a présenté le dossier parce que je pense que dans Lyon on souffre un petit peu d'un sentiment d'infériorité par rapport à de grandes collectivités qui pourraient se le permettre. On a candidaté tardivement, mais la candidature d'Auxerre a été retenue pour organiser les Assises nationales du tourisme fluvial en février 2020. Donc c'est un gros sujet, c'est quelque chose qui va mettre en lumière notamment la ville d'Auxerre, mais aussi l'ensemble du département, parce que nous avons, Auxerre étant la rotule entre le canal de Bourgogne et le canal du Nivernais, c'est vraiment quelque chose, enfin une attractivité phare pour tous les prestataires liés au tourisme fluvial, liés aussi à l'hébergement et à la restauration, et aussi aux activités économiques qui tournent autour du domaine fluvial. Donc en candidatant, Auxerre a appuyé sa stratégie de développement touristique, puisqu'on met en lumière le vignoble, on met en lumière le patrimoine, et notamment le fluvial. Donc il nous apparaissait inconcevable de ne pas oser se permettre de candidater. Voilà. Mais vraiment, c'est une très très belle chose. Puis c'est à mettre en regard aussi avec le futur aménagement du port de l'autre côté. Donc c'est qu'on était retenu pour ces grandes assises du tourisme fluvial. C'est plutôt parce qu'on était confronté à d'autres collectivités. D'autres collectivités plus conséquentes. Plus conséquentes, voilà. Donc en fait, le département n'a pas à souffrir de son voilà. Lesquelles, Rachel, collectivités? Qu'est-ce qu'il y avait en face? Il y avait Dijon notamment. Ouais. Lille. Ouais. Lille également. Dijon, Lille. Donc c'est quand même des chefs de la région. Donc c'est VNF qui évidemment sélectionne au vu des dossiers présentés. Et donc là en fait, je sais aussi que par l'attractivité du port, tout le monde est bien au fait de l'actualité. Auxerre a l'intention de rénover le port. Tout le monde est dans l'attente, que ce soit les prestataires touristiques qui gravitent autour du fluvial, tout le monde est dans l'attente, et y compris VNF, de l'aménagement portuaire de la ville d'Auxerre. Donc c'est, je pense, le coup de pouce qui est donné à la ville pour... On a les meilleures relations du monde d'ailleurs avec VNF. Quand on les a reçus il y a peu de temps, ils ont vraiment envie de nous filer un coup de main sur le projet d'aménagement du port. Ils participent financièrement. Ils participent au financement de l'étude de programmation, puisque l'appel à candidature a dû être mis en ligne avant-hier. On est mercredi, aujourd'hui lundi. C'est parti de telle sorte que nous puissions retenir le cabinet qui va travailler sur la programmation sur ce que pourrait être le programme d'aménagement du port. Et VNF est complètement partie prenante dedans, et c'est plutôt très bien. Voilà, bon, c'est très 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 bien ça. Donc c'est un bel événement phare à venir. Exact. Bien, exercice un peu traditionnel, comme je dis, donc je vais faire comme d'habitude, ville ou aglo, le tout j'ai plutôt les choses dans la tête plutôt que structurer sur des... Ah, tu peux rester avec nous, Rachel. Oui, ça me fait tellement plaisir que tu sois à côté de nous que ce serait bien. T'as du boulot, non? Oui, j'ai du boulot. C'était... Bien, alors je voudrais dire que finalement l'année 2019 démarre sous des auspices qui sont de qualité, si je peux dire, puisque, contrairement à ce que j'ai pu lire d'ailleurs, Auxerre, depuis 15 ou 20 ans, gagne des habitants. Auxerre gagne des habitants, et ce qui est intéressant, au total, je crois qu'on gagne 235 habitants, donc c'est pas une révolution, c'est pas un bouleversement, mais c'est la première fois depuis une vingtaine d'années que ça se produit. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est ce qui permet ce gain, c'est ce qu'on appelle la population municipale, donc celle qui vit et habite à Auxerre.
dans la ville elle-même, puisque à côté de ça, il y a ce qu'on appelle la population comptée à part, donc ce sont les gens du voyage, ce sont les prisonniers de la maison d'arrêt, donc ça, ce sont des flux, ça rentre, ça sort, ça va et ça vient, et donc c'est la population municipale, donc celle qui vit en serre, qui habite en serre, donc c'est plutôt pas mal, et au total, ça fait 235 habitants de plus, donc on dépasse maintenant les 37 000, je crois, donc à 37 200 et quelques. Alors moi j'y vois un signe, mais c'est pas, comme on dit, l'hirondelle ne fait pas le printemps, c'est évident. Mais je crois que ça correspond aussi à toute la politique, en tout cas pour une part, toute la politique logement et habitat que nous avons mis en œuvre, en particulier sur le cœur de ville, avec notre programme logement durable, bien sûr, avec des opérations aussi qui débarquent, qui sont donc les opérations coercitives. Et donc ça donne bien le ton de cette volonté et de cette action, en réalité, de reconquête du logement dans le cœur de ville. Donc c'est plutôt, je trouve, un signe très, très, très positif en ce début d'année. D'abord, on ne peut que s'en réjouir. Donc, point de vue, ça traduit aussi ce que j'appelle l'attractivité de la ville et de l'agglomération dans ce département. Alors, pardonnez-moi, M. Ferrat, mais vous vous basez sur quels chiffres pour dire les chiffres plus de de 37 000? Ce sont les chiffres Parce que les chiffres de l'INSEE arrêtés au 1er janvier 2016, si je ne m'abuse, c'est moins de 35 000 habitants pour Auxerre. Non, j'ai les t'enverrai documents, ça, ouais. On vous donnera le On les a eu voilà. ces chiffres. Ouais. Non, c'est comme ça, c'est arrêté. Arrêté au 1er janvier 2016. Arrêté au 1er janvier 2016, mais sauf que pour l'arrêter au 1er janvier 2016, comme le recensement maintenant dans les communes comme les nôtres, il est partiel tous les ans. Tu me reprends, Christian, si je dis une bêtise. Mais le recensement officiel, lui, est mesuré tous les 5 ans. Il est mesuré tous les 5 ans. Mais arrêté au 1er janvier 2016, l'INSEE a continué année après année à sonder, si vous voulez, chaque année. D'ailleurs, ce sont les services de la ville qui le font, bien sûr, sous l'autorité de l'INSEE. Et entre 2016 et aujourd'hui, la ville a gagné, l'INSEE a comptabilisé des habitants supplémentaires. Voilà. Donc on pourra à partir de 2016. À partir de 2016. Donc ça fait plus de 2000. Ça fait plus de 2000 dans cette hypothèse. En dessous de 35 000 jusqu'à au-dessus de 37 000 aujourd'hui, ça fait non pas 225 en plus. Si, c'est parce que, c'est pas quand vous passerez le tableau. On parle pas de la même chose. Il y a la population municipale, donc les gens qui habitent en serre, propriétaires ou locataires. Et à côté de ça, il faut toujours ajouter donc les gens qui sont à la maison d'arrêt, les gens qui sont les gens du voyage, les étudiants, etc., etc. Et c'est l'addition des deux qui fait la population légale de la ville. Et donc quand on parlait des 35 000 2016, ça c'est la population municipale, mais il y avait déjà des prisonniers, il y avait déjà des gens du voyage, il y avait déjà des étudiants, etc. Et donc ceux qui comptent pour l'INSEE et pour l'État, parce que ça conditionne aussi le versement, le montant plutôt de la dotation globale de fonctionnement que nous verse l'État, c'est la population totale qui compte. Et donc on a perdu quelques habitants style prisonniers ou gens du voyage, etc., parce que ça vient, etc., bien sûr, mais sur la population, qui est la population qui habite à Auxerre, donc qui paye ses impôts sur Auxerre, etc., on a gagné 263 habitants, très exactement. On en a paumé 38 de l'autre ou 28 de l'autre, en raison de la population, des prisonniers, des trucs, etc. Et donc sur la population stable, j'allais dire, celle qui habite et qui vit ici, donc il y a un gain de 235 habitants. Donc, si le mouvement peut se poursuivre, ça devient plutôt intéressant. Il n'y a pas de raison d'ailleurs qu'il ne se poursuive pas avec la remise sur le marché des logements qui bénéficient du programme logement durable. Sur 2016 et 2017, parce que je n'ai pas les chiffres de 2018, c'est quand même sur le cœur de ville, je ne dis pas de bêtises, c'est quand même 30 logements supplémentaires qui ont été remis sur le marché. Donc c'est comme ça que les choses aussi peuvent avancer. Et puis quand j'en discute avec les agents immobiliers, ce qu'on appelle les mutations, donc les ventes de logements, de maisons, etc., le marché est plutôt tendance à la hausse, quoi. C'est plutôt mieux que ça, quoi. Bon voilà, mais c'est pour nous, pour la ville et pour l'aglo, c'est important. Ça veut dire que depuis 15 ans, 20 ans, encore une fois, les choses basculent sous une autre forme. Donc ça mérite maintenant d'être confirmé année après année, bien sûr. Hein. C'est tout l'intérêt d'ailleurs et tout l'enjeu, encore une fois, de la politique logement et habitat que nous conduisons sur la ville et sur l'agglomération. Sur 2019, si je devais définir en quelque sorte l'image que je veux donner à cette année, de mon point de vue, c'est pas une année de fin de mandat. C'est une année qui
puis, de mon point de vue, à travers les sujets, les dossiers que je vais évoquer, vous connaissez déjà pour une large part, bien sûr. C'est plutôt une étape nouvelle et qui va engager la ville vraiment pour 10 ans. Avec à travers quelques projets, ça va nous prendre quand même un petit peu de temps. Donc c'est vraiment une étape nouvelle, c'est une seconde grande étape dans la mutation de la ville que nous avons engagée maintenant depuis 2000. Donc c'est pas du tout, on n'est pas sur une fin de mandat, on est plutôt sur ce qui va devenir 2019 bien sûr, mais surtout les années qui vont suivre. Et dans cette vision que j'ai de la ville, j'essaye de ne pas distinguer ce qui relève du cœur de ville au sens très large du terme, puisqu'on déborde, vous le savez, du côté du port, du côté des Montardouins, du côté de la porte de Paris, des sujets qui sont déjà engagés, mais qui méritent maintenant de prendre leur élan, bien sûr. Donc toute cette partie de la ville, et en même temps, nous allons poursuivre les opérations de renouvellement urbain sur Sainte-Geneviève et sur les Rosoirs, puisque je devrais me présenter devant le comité d'engagement de l'ANRU fin mars ou début avril pour signer ce que seront les engagements, d'abord les projets, bien sûr, le contenu, les projets, et surtout ce que sera ce qu'on appelle la maquette financière, le financement de l'ensemble des projets de renouvellement urbain. Donc, quand je parle d'une nouvelle étape de la mutation de la ville, c'est sur l'ensemble du territoire de la ville. Ça va de soi. J'ai toujours souhaité, autant que faire se peut, de pouvoir conduire le développement, l'aménagement et l'attractivité de la ville sur tous ces horizons, si je peux. Quand je vous dis que c'est parti pour une dizaine d'années, je pense en particulier à Cœur de Ville. Vous le savez, nous sommes bien engagés dedans, les projets sont bien répertoriés. Je peux vous prendre 2 ou 3 exemples, parce qu'il y en a un qui est sur le grill, là. Nous avons une première réunion avec les commerçants du marché, c'est le 11, je crois, ou le 15, enfin peu importe d'ailleurs. Et ensuite, je piloterai une réunion publique à Vaux-Lamel à la fin de ce mois, je crois que c'est le 25 janvier. Ça y est, nous sommes partis pour la rénovation du marché et de la place de l'Arquebuse. Et donc nous sommes en mesure déjà de présenter aux commerçants du marché et à celles et ceux qui voudraient bien venir en réunion publique ce que seront les esquisses en quelque sorte, avec trois moments. Le premier moment, ce sera la rénovation annuelle du marché, avec quelque chose qui va ressembler enfin à un marché, puisque vous connaissez comment le marché de l'Arquebuse. Nous allons donner un dessin ou une couverture qui va donner à ce marché l'impression d'une halle. Une halle extérieure, le marché restera ruiné, mais il y aura une halle extérieure qui va matérialiser l'emplacement et la vocation du marché. La totalité du marché sera refait, les accès, ce marché sera fermé, et ce sera la première étape. Et ensuite, nous aurons à travailler sur les esplanades et sur le parking. C'est une opération aujourd'hui qui est chiffrée à la louche, bien sûr, on va dire entre 4 et 5 millions d'euros quand même, ce qui n'est pas rien. Pourquoi nous allons débuter par le marché? Pour une raison très, très simple, c'est que dans le cadre du contrat de territoire qui me lie à la région, j'ai obtenu de la région qu'elle mette 600 000 euros sur la partie marché. Et ces fameux 600 000 euros, je suis obligé de commencer à les utiliser au plus tard en 2020. Donc c'est pour ça que je vais débuter par le marché. Et je vais regarder d'ailleurs aussi si je ne peux pas récupérer quelques crédits européens au titre des programmes, peu importe la nature des programmes. Donc ça veut dire que le marché lui-même, en tant que tel, c'est la première étape de la rénovation et de la mise en valeur de la place. Et donc ensuite on verra avec les esplanades et puis avec le parking. Mais donc ça c'est un projet qui va être étalé sur 4 ans, 5 ans, bien sûr. Donc le marché, ça va prendre un petit peu de temps quand même, bien sûr, et puis on va au rythme aussi des possibilités de finance. Mais ça y est, l'opération est arrêtée, est décidée, une présentation aux uns aux autres, pour qu'ensuite les services de la ville puissent continuer de peaufiner et avoir le projet définitif d'ici la fin de l'année pour que nous puissions engager des travaux en 2020. Sur les cordonniers, les choses avancent plutôt bien aussi, puisque vous savez que les sondages vont débuter, je crois que c'est le 25 janvier ou le 28, je ne sais plus. Ça va être parti pour une quinzaine de jours, donc ça y est, ça démarre. Nous allons lancer l'appel à candidature pour retenir une équipe d'urbanistes, architectes, paysagistes,
de telle sorte qu'au début de l'automne, nous puissions avoir, y compris avec les débats, la concertation, conseil de quartier, habitants, commerçants, bien évidemment, et ça va de soi, vous le devinez, pour que le conseil municipal puisse trancher d'ici la fin de l'année. Je vais, non pas vite, mais je veux que ces projets soient bouclés d'ici la fin de l'année, parce que ça permet à ce moment-là, sur un prochain mandat, quelle que soit l'équipe, encore une fois, d'avoir les projets qui sont prêts, et de ne pas paumer 1 an ou 2 ans entre soit un renouvellement, soit un changement d'équipe, mais que tous les projets puissent d'emblée démarrer et ne pas perdre de temps en la matière, bien sûr. Donc les cordeliers vont démarrer. Autre sujet ou projet qui est intéressant, puisque ça on le réalise complètement cette année, on a arrêté le projet hier matin, il sera encore suivi à la concertation, je crois que c'est le 11, c'est vendredi que tu présentes ça, c'est l'aménagement de, pas la place d'ailleurs, le secteur Saint-Germain. Depuis Jacabio jusqu'à la rue Cauchois, le projet sur lequel les services ont continué de travailler, qui nous ont présenté hier matin, plutôt beaucoup d'allure, beaucoup de gueule, je trouve. C'est vraiment, et c'est aussi plus dans le secteur Saint-Germain, enfin vous connaissez le secteur, c'est dégueulasse, pas très heureux. Donc, au côté de Saint-Germain, les musées, etc. Et puis ça fait un prolongement avec le quartier de la Marine, avec les quais. Donc on voit que sur le plan urbain, il faut grignoter peu à peu comme ça les espaces et les redonner une mise à valeur qui fait défaut pour un certain nombre de secteurs. Qu'est-ce que j'ai encore comme gros... Donc vous savez bien sûr que j'ai décidé que nous porterions acquéreur de tout l'îlot Saint-Vigile, puisque je ne peux pas raisonner le cordonnier sans raisonner Saint-Vigile. Et c'est d'autant plus d'actualité que le département, ça y est, a déménagé ses personnels soit à Pérény, soit au 89. Donc dans le cadre de l'aménagement des cordeliers, donc en fait quand je parle des cordeliers, c'est toute cette partie du cœur de ville, ce qui est quand même une superficie, j'allais dire, et c'est du volume aussi, qui est importante. Donc je vais pouvoir produire les deux en même temps. Donc on va voir comment on va procéder avec le conseil départemental. Et j'avais indiqué qu'en tout état de cause, j'exercerai le droit de préemption si le département ne peut pas rentrer dans une discussion à l'amiable, bien sûr. Donc vous voyez, ça fait quand même des sujets qui sont loin d'être négligeables, bien sûr, loin de là. Et puis on va engager cette année aussi la concertation sur tout le secteur qui est le secteur qui va de la rue Martineau-Déchaîné, Monoprix pour faire simple, jusqu'à la plage sur le Lepère. On va reprendre aussi, refaire complètement les aménagements urbains. Donc ça aussi, il faut que le projet soit prêt pour cette année, là où 2020 plus tard, mais je préférais quand même que ce soit prêt cette année, pour que nous puissions, après l'aménagement de la place Saint-Germain, que nous puissions aussi travailler sur tous ces espaces qui ont beaucoup vieilli, qui aujourd'hui, tout cet espace a été fait en 87-88, puis on voit que ça vieillit, enfin c'est dans un état aussi qu'aujourd'hui il n'est pas très heureux. Donc c'est-à-dire que sur le cœur de ville lui-même, il y a un paquet de grains à moudre. On évoquait succinctement avec Rachel donc l'aménagement aussi du port, bien sûr, donc étude de programmation. Cette année, on y verra plus clair d'ici l'automne, bien sûr. Et aussi, on sera engagé parce qu'on est tenu par ce qu'on appelle le contrat canal. Donc, on est sur la contractualisation, pardon. Sur les Montardois aussi, nous sommes en discussion d'ailleurs avec des partenaires privés. Nous allons travailler aussi, vous le savez, parce que j'ai fait réserver 400 000 € à la région également pour le transfert du tiers-lieu de son endroit, son tiers-lieu provisoire ou éphémère, même si ça dure un peu, pour le basculer du côté des Montardois. Et j'ai demandé aussi au service de la ville que nous puissions disposer cette année de ce que pourrait être un programme d'accession à la propriété sur toute la partie encore verte des Montardois, derrière les établissements guillés, entre les anciens établissements guillés et puis la résidence senior Domitis. Parce qu'une demande aussi d'accession à la propriété, en ville ici c'est cher, il faut quand même des moyens relativement importants pour accéder à la propriété dans de bonnes conditions. Donc je regarde aussi si on ne peut pas trouver des formules qui permettraient l'accession à la propriété, notamment pour ceux qu'on appelle les primo-accédants, avec, je vous en passe les détails techniques, il faut encore que je passe là-dessus, mais qui permettrait de distinguer la propriété du sol de la propriété du logement ou de la maison. C'est-à-dire que le sol il resterait propriété publique pour faire simple, il serait vendu pour 1 €, à celui qui construirait à ce moment-là. Donc ça permettrait de retenir des jeunes ménages sur la ville, et donc ce qui conforterait aussi
aussi cette volonté d'accroître la démographie, la présence d'habitants sur la ville. Pour créer combien de logements à peu près? Je ne sais pas encore aujourd'hui, je sais pas encore. Il y a une belle surface, je ne sais pas, ça peut être une cinquantaine, une soixantaine, c'est à vérifier. Hein. C'est à vérifier. Tout dépendra aussi du type de construction, etc. Ça peut être intéressant. Et puis donc on continue très largement, puisque le dernier conseil communautaire m'a autorisé à exercer le droit de préemption sur 2 immeubles de la ville, du cœur de ville. On en a répertorié 23 aujourd'hui qui, de toute façon, feront l'objet de droit de préemption à chaque fois que ce sera vendu, ou même d'obligation de travaux si les propriétaires ne veulent pas entendre raison. C'est aussi un moyen de reprendre la main sur un certain nombre de logements qui sont vacants, qui sont laissés à l'abandon. Et donc chaque fois que je devrais le faire, j'exercerai le droit de préemption, puisque nous disposons aujourd'hui, vous le savez, je me suis souvent exprimé maintenant, de notre établissement public foncier régional. Lorraine m'a déjà entendu parler de ça, ce qui permet à cet établissement public auquel nous sommes adhérents d'exercer en notre nom le droit de préemption. Moi, ça m'évite de sortir de l'argent, et c'est l'établissement public foncier qui fait le portage jusqu'au moment où on trouve quelqu'un qui a un projet. Donc ça veut dire que les finances de la collectivité ne sont pas impactées, et ça permet d'abord de calmer aussi le jeu, parce qu'il peut y avoir inflation sur le cœur de ville, puis les logements seront moins habilités, plus les prix auront tendance à grimper, et donc ça permet à la fois de mettre la main pour réintroduire de logements, et de calmer aussi le jeu sur le plan de l'inflation et des prix. Donc c'est plutôt pas mal. Et ça, je trouve que franchement c'est un bel outil, ça, et ça va permettre vraiment de reconquérir du logement. D'ailleurs, l'objectif, ce serait de reconquérir. Aujourd'hui, on est à une quinzaine de logements par an. Je voudrais qu'on puisse monter à 50 logements reconquis sur le cœur de ville dans les années qui sont devant nous. Donc ça fait un paquet quand même. Ça fait un paquet. 50 logements, ça densifie en termes de population et d'habitants le cœur de ville. On va terminer cette année le pôle environnemental, bien sûr, qui est un projet qui, au-delà de sa dimension vitrine des politiques environnementales, va être aussi au cœur, je veux dire, du parcours des entreprises, avec le tiers-lieu qui détecte des choses, le pôle environnemental qui sera toute sa partie incubation, et puis dans la foulée, nous avons Appoigny. Sur Appoigny, les choses se passent plutôt bien d'ailleurs, puisque nous avons arbitré hier matin, mais là nous avons arbitré de manière négative, en disant non à une société qui souhaitait s'installer sur Appoigny déjà, qui voulait acquérir des terrains, mais qui ne présente pas grand intérêt, qui peut bouffer de la surface, mais sans que ça crée de l'activité intéressante, et ni que ça crée beaucoup d'emplois. Mais lorsque nous avons participé au salon de l'immobilier à Paris, il y a 25 ou 30 contacts qui ont été pris, il y a des rendez-vous qui vont se matérialiser avec moi dans les semaines et les mois qui sont devant nous. Donc ça y est, Appoigny maintenant est connu sur le plan national, puisque c'est le grand salon de l'immobilier d'entreprise, et les choses se sont plutôt pas mal passées. Donc Appoigny, ça y est, c'est parti. Je suis allé faire un tour sur le site l'autre jour, j'ai vu que le giratoire est terminé là, sur la partie sud, enfin les choses avancent bien. Donc en matière de Deveco, les choses se présentent plutôt de manière intéressante. Dans quel secteur elle était, cette société que tu as refusée? C'était sur la partie nord. C'était sur la partie nord. Pas le secteur géographique, le secteur d'activité. Un secteur d'activité, c'était dans l'automobile, mais versant camion, quoi. D'accord. C'était je ne sais plus ce que c'était comme marque d'ailleurs, mais ça présentait. Mais tout ça, ça veut dire que, donc à Paris, Appoigny désormais bien repéré par les décideurs, par les investisseurs. Et donc, les demandes commencent à arriver, et nous devrions avoir encore une fois dans les semaines, les 2-3 mois qui sont devant nous, des confirmations sur des acquisitions de terrains systématiquement en fonction de la demande et de la qualité surtout de la demande. On arbitre, ça on en veut, ça on en veut, etc. C'est plutôt. Je vois qu'il n'y a pas moi qui suis atteint. Et à ce jour, combien de dossiers ont déjà été signés Non, il n'y a pas de dossier signé. Pour l'instant, il n'y a pas de dossier signé. Mais on est en phase de commencement. On est en phase de commencement, là, Thierry. On est en phase de commencement. Donc, puis je reviens 2 secondes sur le renouvellement murin. Donc, les choses vont se caler sans aucune difficulté. Il reste à arbitrer entre des ambitions
activité vertigineuse et puis des ambitions qui sont plus à l'échelle des moyens quand même qui sont les nôtres et surtout qui sont ceux des partenaires parce que dans l'ancienne génération de renouvellement urbain, quand j'additionne les participations du département et de la région, ça représentait 20% de l'ensemble des engagements, ce qui était énorme. Aujourd'hui, la région n'intervient plus que sur les Rosoirs, parce que c'est un quartier d'intérêt régional. Le département, et pour des raisons, je ne gêne pas du tout la pierre, que je comprends, ne participe plus aux opérations de renouvellement urbain. Donc ça veut dire que c'est en gros près de 20% en loi ou 15% en loi de crédit financer les opérations de renouvellement urbain. Donc c'est pour ça que j'avais demandé, on avait tenu une réunion au mois de décembre d'ailleurs, je crois, on revoit les scénarios et puis rapidement on va décider de ce qu'on fait ou de ce qu'on fait pas. Quoi. Et donc aucune année 2019 pour laquelle vraiment et je parle pas de mon destin personnel, hein, vraiment. J'ai beaucoup de gens en ce moment, je parle des élus parce que chaque fois qu'ils me demandent si tu repars pas, machin, je n'en sais rien. Donc, je ne suis pas du tout dans les. Ce que je viens de vous dire, ça relève pas, d'une campagne électorale. Ça relève vraiment, je crois en tout cas, c'est mon point de vue, c'est ma conviction, d'une vision de ce que doit être la ville. Une ville que je veux rendre plus attractive, je voudrais faire bosser un peu un modèle de ville. Alors le mot est peut-être un peu fort, mais une fois que je suis parti, je m'arrête plus en lyrisme, mais quand je le dis, j'y crois beaucoup. Et donc c'est pour ça que, d'abord vous savez comme moi que moi je suis un obsédé aussi du temps, je pense que je trouve que le temps passe toujours trop vite. Quoi. Que tout temps qui n'est pas rempli, c'est du temps qui est perdu, je veux dire. Et donc plutôt que je sais que les services ronchonnent un peu, parce que je les pousse vraiment beaucoup. Je les pousse beaucoup, mais encore une fois, je considère que cette vision doit se traduire de manière concrète, bien sûr, une vraie traduction sur la mutation de la ville, sur son rayonnement à tous les niveaux, et donc pas de temps à perdre. Et là, c'est un programme ou un projet de ville, je veux dire indépendamment. Le lapsus, ça s'intéresse. Oui, mais c'est un programme. Mais quand je dis programme aussi, ça veut dire que je ne veux pas qu'il soit remis en cause, parce qu'il me semble correspondre aux intérêts profonds de la ville. Je ne suis pas en train de vendre des danseuses en quelque sorte, mais que ce soit ça la vie de Et donc avec tout ce lien, et pourquoi j'ai débordé aussi en matière d'action cœur de ville, j'ai débordé sur la périphérie, parce que ça permet vraiment de faire le lien physique et humain d'ailleurs entre le cœur de ville et puis les quartiers périphériques. En incluant le port, les Montaudoins, la porte de Paris, on a des terres de liaison ou des sites de liaison, j'allais dire, qui font que ça donne quand même une unité à la ville, ce qui n'est quand même pas rien. Voilà, je ne vais pas vous en raconter encore pendant 2 heures, hein, mais c'est pour donner la tonalité, des engagements que je prends, puis qui m'exposent publiquement, parce que maintenant on va y aller. La concertation sur les cordeliers, j'imagine que ça va quand même être quelque chose. La concertation sur d'autres choses, ça va être aussi, ça va avoir du volume quand même. Ce n'est pas rien, quoi, bien sûr. Donc voilà, puis les choses se passent bien à la fois, non? Et le désenclavement d'Auxerre, les grandes infrastructures historiques qu'on évoque chaque année. Non, oui, mais ils continuent leur cours. Enfin, sur le contournement sud, encore une fois, l'étape nouvelle. Alors, il y a 2 étapes qui sont devant nous 2019. Il y a d'abord l'optimisation du tracé de l'État porté à notre connaissance, puisque il devait le faire en 2018, mais il y a eu non pas du temps perdu, mais des services de la direction régionale, anciennement équipement, ont été mobilisés sur la suppression du passage à niveau et le contournement de Jonche. Donc, l'actualisation du contournement devrait nous être communiquée au cours d'année, ça c'est une étape importante quand même. Deuxième étape, qui à tout le moins est aussi importante, c'est le fait que la région doit le faire figurer dans son schéma régional des infrastructures de transport, que ça signifie que si la région le fait figurer dans ce schéma régional, elle s'inscrit dans le tour de table financier. Ça veut dire qu'arrivé à la fin de ce contrat de plan, l'ensemble des partenaires, préparant le futur contrat de plan, devront bien se mettre d'accord sur le financement de tout ceci. Et il y a à la fois le dossier continu, et il n'y aura rien de nouveau d'ailleurs, d'ici à la fois la décision de la région et les négociations autour du futur contrat de plan. Les travaux, s'ils doivent exister, ça se fera dans le cadre du futur contrat de plan. Et dans l'actuel, ce sont les 4 millions d'euros désormais bien connus qui ont permis de poursuivre les études, de procéder à des acquisitions foncières, de mettre en œuvre, ça va intervenir cette année d'ailleurs, ce
qu'on appelle la loi sur l'eau, qui a permis aussi des sondages archéologiques sur toute la partie qui va de Lyon, je crois, jusqu'à la route de Valence, je crois. Voilà. Donc le dossier suit son cours. Hein. Il ne faut pas qu'on raconte des bêtises aux gens. Je veux dire par là que sur ce contrat de plan, les 4 millions d'euros servent à ça. Et la position définitive de la région va être essentielle, parce que c'était le chaînon, l'élément manquant dans le cadre du comptable financier. L'inscription dans le schéma routier régional, Le schéma c'est ça. routier régional, ouais. Et ce sera quand, si ça se fait? Oh ben c'est incessamment maintenant, puisque ça trouve sa place. Vous savez que nous vivons sur des schémas. Donc il y a le grand schéma régional d'aménagement équilibré du territoire, le SRADEC, bon, peu importe, on s'en fout un peu, qui lui-même est la résultante de l'ensemble des schémas, élimination des déchets, schéma machin, et le schéma des infrastructures de transport. Donc c'est ça, bon, je ne vois pas pourquoi la région ne le mettrait pas d'ailleurs. D'ailleurs, ça m'autoriserait plutôt à pousser des grands cris. C'est un projet globalement qui reviendra à combien? Il est estimé aujourd'hui, valeur 2008 ou 2011, je ne sais plus, à 120 millions d'euros. Et c'est pour ça que l'État veut l'optimiser, notamment parce qu'il était prévu une partie des tronçons à 3 voies. Et comme c'est une valeur 120 millions 2008 ou 2011, vous imaginez que depuis, on serait passé de 120 à 140 ou 150. Donc l'État veut rester dans l'épure de 120 millions. C'est pour ça qu'il a remis le projet sur la table. Les services de l'État travaillent pour rester dans l'épure de 120 millions. Ce qui est quand même pas rien, 120 millions. Hein, c'est quand même pas rien, avec une répartition financière. Donc la ville et l'agglo, d'ailleurs, la ville et l'agglo participeront pour 22,5% quand même. C'est pas négligeable, quand même. C'est pas négligeable, hein. Donc ça veut dire que c'est des travaux, c'est ce qu'on avait d'ailleurs évoqué à la fois avec l'État et puis le département, des travaux qui pourraient s'étaler sur 4 ans ou 5 ans, bien sûr. Des sommes comme celle-ci, il faut... Et le tracé global, il est de combien? Le tracé, lui, il n'a pas bougé. Le tracé, c'est le tracé qui avait été validé et puis qui avait fait l'objet d'ailleurs d'une déclaration d'utilité publique. Lorraine tous et puis je tousse. Et encore, je fume moi. Donc. Mais l'inscription régionale, pour autant, ne constitue pas une garantie. Quand on voit ce qu'il est advenu de l'électrification au Cerf La Roche-Migeonne, et qui était inscrit au contrat de plan en 2015, on n'est pas en 2020, et c'est abandonné. C'est pas le fait de la région, c'est le fait d'une commission qui s'appelait la commission Duron, qui a proposé que l'ensemble des projets d'électrification dans notre pays soient abandonnés, pour une raison simple et que moi je comprends parfaitement, pour que ces crédits-là soient redéployés sur les grands pôles ferroviaires, les grands nœuds ferroviaires. Il y a Lyon, il y a etc. On sait qu'une des difficultés d'accès à Paris est liée à l'encombrement des voies, à l'absence, je vais dire, de voies suffisantes, puisque la configuration du nœud ferroviaire parisien n'a pas dû bouger depuis 40, 50 ou 60 ans, je ne sais plus, peut-être que ça remonte même avant la Seconde Guerre mondiale. Donc pour faciliter les liens et les accès, et donc pour faciliter les liens pour les voyageurs en direction des métropoles, dont Paris, ce qui nous intéresse quand même, la Commission et la ministre l'a retenu, ça c'est un choix de l'État, c'est que les crédits prévus pour l'électrification puissent être basculés sur la modernisation des nœuds ferroviaires. J'ai toujours dit, mais je l'avais dit d'ailleurs Pierre Jules au conseil municipal, l'électricité en soi, c'est pas ça qui donne du sens. Ce qui donne du sens, c'est l'outil qui permet d'améliorer la capacité à transporter davantage de voyageurs. Quand on va à Paris, et moi le premier, je veux dire, et que quand on arrive à Paris-Bercy, et qu'on voit qu'il y a, je sais pas, 300, 400 personnes, et que le train va en prendre 200 ou 250, on se dit qu'on marche sur la tête, et tout simplement parce que ces motrices diesel ne peuvent pas tirer autant de wagons que peuvent le tirer, soit l'électricité, ou soit, puisque vous avez encore une réunion de travail là-dessus hier, soit le train hydrogène. Donc ce qui compte, c'est l'outil qui permet d'améliorer les relations en direction de Paris, de Dijon, peu importe, mais surtout en direction de Paris. C'est ça qui est intéressant, et c'est pour ça que la région Bourgogne-Franche-Comté s'est positionnée très, très fortement sur le train hydrogène, et ces premiers trains hydrogène devraient circuler en 2022
pour des services réguliers en 2023. Donc ça tombe bien, puisque de toute façon l'électrification était programmée pour la fin du contrat de plan. L'actuel contrat de plan 2015-2020 va être poursuivi jusqu'en 2022-2023. Donc on est exactement dans les temps. Parallèlement à ça, j'ai demandé d'ailleurs à la fois à la région, à SNCF Réseau, et puis moi je finance un cabinet d'études, ça y est, il a été retenu, pour voir dans quelles conditions nous pourrions avoir davantage de liaisons directes entre Auxerre et Paris. Alors je comprends la difficulté, ce que je dire là peut paraître un peu technique, mais c'est que quand je dis à la région, mettez-moi des trains plus directs en direction de Paris, Lyon me répond à juste titre, ouais, mais il n'y a pas concert dans le département, il y a aussi des gens à Dijon, à Joigny, à Sens, qui veulent se déplacer aussi, aller à Paris, je ne sais pas du tout. Mais non, j'ai demandé que nous regardions comment nous pouvons éviter, autant que faire se peut, le problème d'aujourd'hui sur 12 ou 14 liaisons Auxerre-Paris. Il y en a la moitié qui sont directes, la moitié avec des ruptures de charge. Les ruptures de charge posent un problème, il faut changer de train au bout de 3-4 minutes, puis surtout, lorsqu'on descend à La Roche-Pigel, si le train ne va pas jusqu'à Paris, le train qui vient de Lyon ou de Dijon, on doit prendre pour aller à Paris, s'il a du retard, tout ça, ça se cumule, quoi. Et donc je voudrais qu'on ait des liaisons directes, y compris en s'arrêtant à Pigel, bien sûr, en s'arrêtant à Joigny, à Sens, ça pose pas de difficulté. Quand le train est à l'heure, ça circule parfaitement bien. Je demandais aussi qu'on regarde si nous ne pourrions pas avoir des liaisons directes Auxerre-Paris sans arrêt, au moins un le matin, un le soir. Donc tout ceci est à l'étude, et je reste les préconisations ou les confusions. Et donc, encore une fois, l'électrification n'était qu'un moyen. L'hydrogène est un moyen qui se substitue à l'électrification, et c'est cela qui compte. Voilà, la réalité des choses. Si ce n'était pas le cas, d'ailleurs, j'aurais été le premier à brailler contre l'abandon de l'électrification. Ce qui est important, en plus on est parti avec le Terre Nord et puis les services de l'État. Nous sommes en train de travailler sur les opportunités que nous pourrions saisir dans le cadre de la construction du Grand Paris. Donc, la mobilité est au cœur même de cela, bien sûr. Donc c'est pour ça aussi que j'ai demandé ces études complémentaires pour voir comment améliorer, essayant de saisir les opportunités du Grand Paris demain, parce que je disais encore il y a 2 jours, c'est que 2 Parisiens sur 3 aimeraient quitter la capitale. Pour des raisons de le coût d'immobilier, la qualité de vie, les transports, les machins. Alors, ils ne vont pas venir spontanément sur Auxerre ou sur Reims ou je ne sais pas où. Ils sont très friands de la façade atlantique, la façade ouest. Mais il n'empêche que quand vous lisez que 2 Parisiens sur 3 aimeraient, quand vous êtes jeune, vous êtes en couple seul, vous pouvez vous en sortir. Dès que vous avez des mômes à Paris, il faut qu'on ait un petit peu de fric pour y vivre. Il faut s'occuper de la famille, c'est vite compliqué. Donc, ça fait partie aussi des éléments de cette prospective que nous conduisons avec le nord du département et puis les services de l'État, comment nous pourrions bénéficier des opportunités qu'offre la région capitale et demain surtout la construction du Paris qui fait descendre en réalité les choses. En évitant de devenir, comme peut l'être le CDD, surtout pas qu'on devienne la 4e couronne, ça n'a aucun intérêt, ça n'a aucun sens, et plutôt comment nous pourrions être cette fameuse ville intermédiaire entre, première vraie ville, entre Paris, Dijon, Lyon. Il y a Auxerre qu'il faut positionner, et ça passe, je crois, par des capacités de mobilité et de déplacement qui soient à la hauteur des enjeux. Quand on parle d'hydrogène, il y a évidemment la problématique du stockage. Quelles seront les solutions envisagées? Nous étions justement en travail là-dessus hier soir. Le site est retenu. Il se trouve, vous le savez peut-être, sur ce qu'on appelait des anciens terrains Shell que la ville avait acquis avenue des Billiottes. C'est là que serait construit, réalisé à la fois la production et le stockage de l'hydrogène, à la fois pour les bus, et puis nous avons l'avantage d'être proche de la gare et proche de la voie ferrée, donc ce qui permettrait d'alimenter les trains sous une forme ou sous une autre, y compris avec un embranchement qui existe. Donc après tout ceci, mais ça y est, le site, et les choses vont d'ailleurs aller assez vite, puisque le 11 c'est quand? C'est vendredi, le 11, je crois. Nous déposons avec nos partenaires
nous répondons plus exactement à un appel à projet initié par l'ADEME pour le financement de la mobilité hydrogène. Donc le dossier doit être bouclé vendredi impérativement, puisqu'il faut que l'ADEME l'ait vendredi. Ça veut dire que dans ce cadre-là, les subventions que nous avons déjà obtenues sur le projet de la part de la région et de l'Europe se verraient augmentées par une participation de l'ADEME. C'est plutôt pas mal. Ça veut dire que si nous nous débrouillons bien, on n'est pas à 5% près, mais si nous sommes retenus dans le cadre de l'appel à projet de l'ADEME, entre les subventions de la région et de l'Europe, nous pourrions aboutir à peu près entre 60 et 70% de financement pour la construction de la station hydrogène. C'est quand même pas mal. Quoi. C'est quand même pas mal. L'État, vous savez, veut mettre les bouchées doubles. Nous sommes d'ailleurs là, nous serons au Bourgogne-Franche-Comté, nous serons le seul territoire disposant d'une station hydrogène. Pour toute la Bourgogne-Franche-Comté. Et d'après ce que je sais, sur l'appel à projet lancé par l'ADEME, pour une réponse d'ici vendredi, en France, je ne sais pas s'il y a 5-6 projets, pas plus, 5-6 projets, 4 projets, je crois. Donc, c'est-à-dire qu'il y a, et l'ADEME est très demandeur, évidemment, en la matière. C'est plutôt... Alors, ça aussi, ça fait partie, j'allais dire, de l'attractivité de la ville, ou du territoire, plus exactement. C'est les mobilités nouvelles, parce que, de toute façon, le train diesel va complètement disparaître. Puisque Guillaume Pépi a décidé, le grand renouvellement des matériels diesel arrive en 2028-2030. Ça va représenter les 3 quarts ou 80% des véhicules diesel, des motrices diesel qui circulent en France. Alors lorsque vous achetez une motrice, quelle qu'elle soit, vous l'avez sur les bras entre 30 et 50 ans. Alors Pépi a décidé qu'à partir de 2035, il n'y aurait plus aucun matériel diesel qui circulerait. Donc il est obligé, pour ça que la SNCF d'ailleurs avec Alstom, avec les régions, etc., travaille hardiment sur le train hydrogène, parce que de toute façon, les matériels qui vont devenir obsolètes en 2028-2030, Pépi va pas recommander du diesel. Donc c'est-à-dire qu'il faut qu'il anticipe déjà des motrices, en tout cas des mobilités qui sont des mobilités à énergie renouvelable. Voilà. Donc ça tombe plutôt bien. Et le calendrier d'ailleurs est déjà, le rétroplanning en tout cas est fixé, ça fait l'objet d'une grande réunion à Paris au mois de décembre sur entre aujourd'hui et puis début 2019 et puis 2022 et 2023 pour que les trains hydrogènes puissent circuler. Il est testé en Allemagne ce train? Il est testé en Allemagne, il est plus que testé, il a été testé dans le Bade-Württemberg, ils ont une ligne d'ailleurs qui fonctionne, et désormais il y a une ligne train hydrogène que je vais aller voir d'ailleurs à Hambourg, une ligne régulière hydrogène au départ d'Hambourg. Donc maintenant il faut l'adapter au système français parce que les réglementations ne sont pas identiques, etc. Voilà, mais voilà, oui bien sûr, et d'ailleurs c'est Alstom qui a réalisé les trains hydrogènes qui circulent en Allemagne. Et c'est donc Alstom qui est à la manœuvre avec les régions. Et puis, il y a des régions qui sont très offensives là-dessus. Et il y a l'Occitanie, et puis il y a Nouvelle-Aquitaine, qui aussi voudrait pouvoir disposer des premiers trains hydrogènes. Voilà. On sent que ça pousse et que ça tire beaucoup de ce côté-là. Donc tu as raison, il y a aussi tous ces sujets d'infrastructure, j'allais dire, qui signent aussi la modernité d'un territoire à un moment, sa capacité aussi à se développer, bien sûr. En plus, tout ça est lié aux travaux de modernisation de la gare qui vont débuter 2020, etc. Donc, une vraie cohérence. La gare d'Auxerre va être largement modernisée. Toute la voie va être refaite complètement de la gare d'Auxerre jusqu'à Vigène. Donc, tout ceci, c'est une vraie cohérence. Ce qui est important pour nous, bien sûr. Elle ne va pas être doublée. Non, parce que ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Alors d'ici la réalisation de la station à hydrogène, qui présente peut-être des garanties de sécurité, est-ce que les relations entre la ville et le SDIS sont normalisées? Il n'y a pas de sujet, je suis désolé, j'entends des tas de choses là-dessus. Le SDIS, il a toujours, j'ai regardé
ce matin, d'ailleurs, pas en raison de nous, mais c'est parce que j'avais besoin d'y voir clair, puisque j'ai évoqué le sujet hier. Moi, j'ai toujours payé ce qu'il fallait payer au SDIS. Je ne comprends pas pourquoi on vient m'embêter. Mais franchement. Alors le préfet de Lyon aurait saisi la Cour régionale des comptes. Non, oui, mais le préfet de Lyon ne s'occupe que d'une chose en matière de SDIS, c'est la sécurité opérationnelle. Il n'a aucune autorité sur le budget du SDIS et sur la gouvernance du SDIS. Le préfet le sait, je lui ai rappelé d'ailleurs très gentiment, il n'a pas tenté de s'immiscer, il n'y a pas de sujet SDIS. Il y en a qui aimeraient qu'il y ait un sujet SDIS, il n'y a pas de sujet SDIS, je suis désolé. Et si le SDIS se trouve aujourd'hui dans cette situation, sa gouvernance en est responsable. Lorsque l'an passé, j'ai présidé une réunion de travail à la ville, proposant 2 700 000 euros au SDIS. Le SDIS voulait me faire passer de 2,4 millions à 3 millions d'euros. J'ai trouvé que ça faisait beaucoup, et c'était pas justifié. D'ailleurs, le juge m'a donné raison sur le fond. Pas de problème. Lorsque je dis à Bonnefond, voilà, je suis prêt à transiger, je te donne 2 700 000 euros et je retire le recours devant le tribunal. Bonnefond me dit, mais pas du tout. On va attendre du jugement du tribunal parce qu'il était persuadé qu'il allait gagner. Donc de chance, il a perdu. Non, quand on joue, c'est quitte ou double. Là, c'était quitte. Là, mais j'ai pas de sujet avec le SDIS. Autrement dit, la ville d'Auxerre, parce que l'accusation précise de Christophe Bonnefond, qui est quand même président du service départemental d'incendie et de secours, consiste à dire que la ville d'Auxerre, en 2018, n'a pas acquitté sa participation contractuelle. Et met en difficulté j'ai versé les payes. 400 000 euros. J'ai versé 2 400 000 euros. Il pouvait payer ses pompiers, contrairement à ce qu'il dit. J'ai toujours payé, moi. Et en 2019, j'ai dû verser 2 600 000 euros. J'ai trouvé, en plus, j'aurais proposé 2 700 000. Ils n'ont pas voulu. Donc en 2019, j'ai trouvé un accord, non pas avec Bonnefond d'ailleurs, mais avec Patrick Gendreau. Et en 2019, je vais leur verser 2 600 000 euros. Et si dès demain matin, il émet le titre de recette, dans les 3 jours, je lui verse ces 2 600 000 euros. Mais j'ai pas de sujet, moi, avec le SDIS, vraiment pas. Lui a un problème avec lui-même et avec le SDIS, mais pas moi. J'ai toujours payé, moi. Ouais. Ce qui est vrai, en plus. Ce qui est vrai. Donc il n'y a pas de sujet SDIS. Pour moi, en tout cas. C'est normal. Voilà. Peut-être 2 questions plus politiques, vous ne serez pas surpris. Une anecdotique d'abord. Vous présentez aujourd'hui vos vœux au siège de l'Aglo, mais pas à la mairie. Y a-t-il une symbolique? Oui, bien sûr, il y a une symbolique. Et alors, j'avais demandé hier au premier vice-président qu'il soit là. Et il est pris par ses affaires en mairie, donc il m'a dit qu'il ne pouvait pas venir. Oui, une symbolique, ça veut dire qu'à partir du moment où il y a eu la mutualisation des services, bien sûr, je considère qu'aujourd'hui, sur le territoire, l'acteur essentiel au service des communes, comme je dis, c'est l'agglomération. Je trouve que c'est bien. Que je ne conçois pas l'idée de développement du territoire sans l'agglo prise dans son ensemble. Oui, c'est très symbolique. Et deuxième question, évidemment politique, vous avez anticipé assez malicieusement la question, vous savez qu'elle vous serait posée, disons que tout cela ne relevait pas d'une campagne électorale. Il n'empêche, quand on regarde les derniers conseils municipaux, celui de septembre et le dernier, il y a à la fois un geste très politique, avec l'annonce d'un armement de la police municipale, qui coupe quand même singulièrement l'herbe sous le pied de droite, et ensuite une forme d'empressement urbanistique pour les derniers mois du mandat. Alors, ça rêve peut-être pas une campagne électorale, mais ça y ressemble un tout petit peu. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous jouez la montre, parce que c'est pas une séquence favorable pour annoncer une candidature, mais si vous engagez la ville pour 10 ans, je présume quand même que vous avez une forte idée. Il y a deux... sur le sort de la ville et sur le vôtre. C'est comme le jeu de Bonnefond, le quitte ou double, quoi. C'est-à-dire que... Non, effectivement, il y a 2 interprétations possibles. Soit ça peut être les prémices d'une future candidature, ou soit ça peut être vécu aussi comme un testament. Celui qui, au moment où il s'en va, ne veut pas que ce qu'il a fait, ce qu'il imagine pour demain, puisse disparaître. Oui. Mais en général, tu es plutôt optimiste de nature.
Parce que l'intestament, il y a un côté funèbre quand même. Oui, mais... Puis attention, droit de succession. Oui, mais moi qui suis un type profondément hanté par la mort et la fuite du temps, si tu veux... Donc tu es plutôt optimiste. En tout cas, je ne veux pas perdre le temps. Je veux pas perdre le temps. Je pourrais avoir deux, trois petits projets pour 2019 en disant on verra, puis ça fera partie éventuellement d'un futur programme, d'un futur projet. Non, j'ai envie que les choix avancent. Alors si c'est moi qui, initialement, je décide d'y aller, et puis que je suis réélu, je les conduirai, mais non, je veux, parce que ça correspond, des fois, quand on dit que, des fois je dis que mon destin politique est derrière moi. Il y a un peu de coquetterie à dire ça, bien sûr, hein, c'est normal, mais en même temps, c'est pas tout à fait faux. Et je me dis que de toute façon, il y a plus de destin passé sur le plan politique derrière moi que devant. Ça, c'est pour des raisons biologiques, bien sûr. Et donc, pour moi, le temps se comprime et je veux le densifier, quoi. Je veux le densifier au profit de la vie, quoi. Et là, je suis pas du tout, quand je dis ça, je suis pas du tout dans un truc personnel. J'ai vraiment envie que ça se fasse. Je me dis que si je fais pas tout ça, ou si ça peut être mis en cause, je pense que la ville, sans jeu de mots, pourrait manquer un train, quoi. Juste une petite question sur le fond d'un dossier que vous n'avez pas évoqué, c'est l'agrandissement du cinéma. Qui était Ah oui, pardon, oui, vous avez raison, oui. Est-ce que cela avance? Oui, ça avance. Ce que j'ai vu l'autre jour, tout à fait par hasard, donc, le directeur du site, ils sont en lien d'ailleurs avec les services de la ville. Oui, ça avance, oui. Je trouve que c'est bien dans le cas d'ailleurs de la modernisation, rénovation du marché, de la place de l'Arquebuse, de toute cette partie de la ville, l'accroissement de l'offre culturelle à travers l'agrandissement du cinéma. Je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Hein. Oui. C'est plutôt un bon signe aussi, je veux dire. Hein. C'est un cinéma qui a déjà 8 salles, qui va en rajouter 4. Ça veut dire qu'il y a un rayonnement aussi du pool cinématographique. Voilà, et c'est plutôt bien. Une ville va bien, en fait, on se rend compte qu'une ville va bien, c'est quand l'initiative privée accompagne l'initiative publique. Ça, c'est plutôt apprécié. Là, ça serait quoi l'échéance? Je ne vais pas le détail, je pense qu'à partir de 2020, je crois, hein, parce qu'ils sont assez pressés quand même. Ouais, ils sont assez pressés. Je pense que ça... Attends, il y a des discussions alors, de leur côté sur leur financement, leur truc. Il y a des discussions sur les parties ACD, mais ça peut aller assez vite, je pense. Parce qu'ils veulent en plus... Ils veulent plutôt développer aussi, ils veulent également, au-delà du cinéma dit commercial, peu importe, ils veulent aussi développer la partie ARC. Donc ça renforce aussi, parce que Auxerre est quand même, c'est d'ailleurs je le dis souvent, mais aussi avec beaucoup de conviction, en termes d'offres culturelles, on n'est plutôt pas mauvais, quoi. Mais la dimension ARC, depuis que ça avait été repris par CGR, c'était un peu portion congrue. Donc là, si ça peut se développer, c'est pas plus mal. Parlant d'ARC, il ne serait pas aussi question que Cinéma Fini réinvestisse chez Levez, on n'a pas entendu parler? Si, j'ai entendu parler, mais... Ils n'ont pas fait appel à vous pour ça, justement? Oui, donc j'ai vite rempilé des choses. Parce que la somme est trop élevée? Parce qu'en gros, il fallait que je finance. C'est pas possible. Pas possible. Alors, je crois qu'ils ont revu un peu le projet à la baisse, mais je ne suis pas convaincu aujourd'hui, j'allais dire, de la viabilité économique de ce que serait. Alors là, pour le coup, je suis peut-être un peu pessimiste, hein, peut-être que Cibor représente un projet, mais qui nécessiterait de toute façon l'engagement de l'agglomération. Or, aujourd'hui, quand je vois ce que j'ai à financer, je ne suis pas sûr de pouvoir le faire. Alors, je comprends aussi un peu la course de vitesse de CGR, d'ailleurs, puisqu'il y avait ce projet qui, je crois, à l'origine, c'était 3 millions d'euros. Je dis ça de mémoire, parce que je l'avais présenté ici au bureau de la communauté. C'était pas rien, quoi, quand même. C'était pas rien. Donc, CGR a compris qu'il y avait peut-être un risque, lui, pour conserver son rayonnement et sa clientèle, mais si le CGR le fait, ça ne pose aucun problème. Quoi. Mais oui, il y avait eu ce projet, et qui avait donc été revu à la baisse. Je ne sais plus du tout où ils en sont d'ailleurs aujourd'hui. On est bien. Mais tout à fait entre nous, je ne suis pas très chaud pour rentrer dans.
justement, il faut investir, puis après, s'il y a des déficits. Et comme j'ai toujours voulu positionner l'agglo sur le reçu d'agglomération de projet et non pas de gestion, c'est tout l'intérêt, la proximité et les équipements, en dehors du stade de TIC d'ailleurs, qui a été transféré à l'agglo au 1er janvier, mais ça s'est fait vraiment dans le consensus le plus grand. Donc le 1er janvier, depuis le 1er janvier, le stade de TIC est un stade de TIC communautaire. Les gens s'en foutent, on nage de la même manière. Ils sont communautaires ou pas. C'est bien. Et le chantier du RCA, est-ce qu'il est dans les clous et dans les temps? Les chantiers, ça va, ça vient. On a ouvert la maison d'étudiants avec 1 an et demi de retard. Ce que je souhaite, c'est que vraiment les travaux puissent être terminés pour la reprise de la nouvelle saison, la saison 2019-2020. Si on réussit ça, ce sera déjà bien. Le monde de l'entreprise est un monde compliqué. Il y a des chantiers maudits comme ça. Regarde, si je prends le chantier d'Apoigny, c'est pas un petit chantier quand même. On est dans les clous. On est dans même quelques semaines d'avance. Puis sur des chantiers comme la maison d'étudiants, on a fait d'1 an et demi. Sur le RCA, on trouve également du temps. Honnêtement, ce sont les aléas des chantiers. Il suffit d'un problème de sécurité pour qu'on arrête le chantier. Et bien, avec les conditions de sécurité, pour la sécurité des ouvriers qui bossent, c'est pour aller. Vous avez la CARSAT qui déboule, la Direct ou je ne sais pas qui déboule, vous fermez le chantier. Alors qu'il y a des maîtres d'œuvre, il y a l'architecte, donc c'est le boulot de vérifier que, etc. J'étais sur un chantier l'autre jour, un chantier de l'office, ça voie de l'habitat, sur la rive droite. J'ai été épaté. Vous rentrez sur le chantier, vous pouvez prendre des barres de fer, des baramines, des machins, des trucs, des entreprises. Faut pas le dire trop fort, c'est jamais. On pourrait donner les idées. Je veux dire, c'est la folie. Je veux dire, vous pouvez imaginer qu'on soit dans une région où il y a quelques violences comme dans votre ville, les mecs ils savent vous servir. Pour enfoncer les portes de la mairie, c'est comme le ministère de Griveaux, ils vont piquer, il y en a un Manitou là-bas, je ne sais pas comment ça s'appelle, une espèce de truc. Pareil, c'est pas de problème. On est sur le chantier comme des fous. Donc ça veut dire qu'il y a quand même du boulot en 2019. Un mot sur la couverture numérique. Honnêtement, ça se déroule plutôt bien parce que l'ensemble de la ville sera vraiment définitivement fibré fin 2020 sur la ville elle-même. Et sur l'agglo, sur 2021-2022. Et sur la ville, tout est. Je ne sais pas si vous voyez d'ailleurs les armoires se multiplier. Vraiment les armoires je ne sais pas comment ça s'appelle, raccordement de la fibre optique. Les deux de raccordement. Oui. Ça sert d'avoir un ancien de français d'école avec ça. Je n'aurais jamais pensé à 2 de raccordement. Alors comment peut-on savoir quand son quartier ou sa maison sera susceptible de pouvoir être fibré? Il suffit d'appeler ici, notre direction du site. Ah, je ne pense pas. C'est plutôt les opérateurs, les fournisseurs d'accès qui font leur communication. Parce que le déploiement se fait par Orange. C'est dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt qu'avait lancé l'État. Une fois que le secteur, la rue est fibré, il revient aux opérateurs d'aller voir, ils ont dit au fait il y a la fibre qui passe devant chez vous, voilà quelle est mon offre, je m'appelle Free, je m'appelle Orange, je m'appelle machin, etc. C'est à eux d'aller commercialiser. Et ils le font dans quel délai? Il y a un délai, je crois, de 3 mois entre le moment où c'est éclairé, on va dire. Ils ont toutes les cartes en main pour placer. Parce que par exemple, rue de Paris, les travaux ont été faits sur le mois de décembre. Donc qu'est-ce qu'on fait maintenant? Enfin, moi, je suis concerné justement pour. Oui, mais il faut qu'ils viennent te voir, parce que nous, on n'a pas le droit d'intervenir. Quand je dis vous appelez ici, ils peuvent dire dans telle rue la fibre dorsale, en quelque sorte, passera. Mais après, moi, j'ai pas le droit de dire. Parce que ce serait de la BBC dans la libre concurrence. C'est aux opérateurs de faire des démarches. Ça veut dire qu'il y a une population. Enfin, ça marche au foyer des jeunes travailleurs. Oui, et c'est extraordinaire. Ça change la vie. Ça marche dans les Hauts-de-Auxerre. Au phare, à l'Azur. On a un petit phare qui est au fur et à mesure, ça. Même si le reste, c'est pas terrible, ça au moins ça fonctionne. C'est bien d'ailleurs. On le note, ça? Ça fait partie des standards. Ça fait partie. On va la déployer aussi sur un poignet, pas dans le cadre
de la ville sans s'en occuper nous-mêmes, parce que aujourd'hui, je dis... Donc vous dites bien, monsieur le maire, que toute la ville d'Auxerre, en 2020, oui, tout le territoire, tout le territoire. Ouais. Ça va déjà déborder. Où qu'on soit, ça va se déployer. ce sera accessible. Ah oui, Il n'y a pas de zone... Et on a un point avec Orange ce mois-là. C'est ce mois-ci. On a 24, quelque chose comme ça. On avait perdu un petit peu de temps à un moment, puis le gouvernement s'était quand même fâché. Donc là, ils font, je les vois tous les jours, je vois des armoires nouvelles. Je suis étonné d'ailleurs que parfois l'ABF autorise des armoires dans certains coins. Pas forcément joli. Mais tout ce qui est distribution, ils ont installé ce qu'on appelle du transport, hein, avec ces armoires. Mais tout ce qui est distribution, c'est ce qui prend le plus de temps après. Parce qu'il faut négocier en centre-ville en particulier, on a un certain nombre de câbles qui vont s'accrocher sur les façades. Donc ça veut dire qu'il faut les autorisations des propriétaires pour accrocher les câbles. Il n'y a pas que de l'enfouissement. Voilà, il n'y a pas que de l'enfouissement. Dès qu'on est un peu en dehors, il peut y avoir des poteaux. Donc ça veut dire qu'il faut des accords quand il s'agit d'appui commun avec Enedis. Donc tout ça, ça prend du temps. Il y a des opérateurs privés qui interviennent pour les fournisseurs d'accès. Donc ça a été le cas avec le cuivre, hein. Ce qui était long, c'est toute la partie finale, qui nécessite un maillage beaucoup plus dispersé par définition. En tout cas, pas virtuellement, mais réellement, pratiquement, sera filmé. Après, avec ça, les fils utilisateurs, c'est autre chose. Puis, moi, je ne sais pas si ça passe dans ma rue, pas besoin de fibre optique. Si Orange vient de proposer un truc, je ne le prendrai pas, je n'ai rien à foutre. Je sais plus, t'habites pas l'autre chez moi, c'est vachement rapide, franchement, sur le... Ah ben nous, oui, parce qu'on n'est pas très loin du central. Donc en ADSL, on a du débit. D'ailleurs, c'est ce qui a conduit à d'abord fibrer des secteurs qui étaient très éloignés des centraux téléphoniques, parce que c'était là où l'ADSL était de mauvaise qualité. Et puis le dernier secteur qui va être fait, c'est notre secteur là, vers l'avenue Hoche, etc., car on est près du central téléphonique et on était... Non, c'est si rapide que je croyais que j'avais la fibre à la maison. Ouais, mais c'est bon. Mais c'est vrai, hein. Sans la voir. Vous serez le dernier, finalement. Oui. Comme moi. Vous serez le dernier, comme moi. Ouais. Ouais. C'est du bon, quoi. Oui, dans le secteur là. C'est marrant. Mais les derniers seront les premiers. Monsieur le maire, est-ce que vous pourriez faire le point sur les négociations en cours entre l'actionnaire principal majoritaire de la JA et l'actionnaire minoritaire, puisque, d'après les informations dont nous disposons, vous faites partie du deal, si j'ose dire. Et l'association, le président de l'association, souhaite que la ville soit pleinement partie prenante dans la négo. Ce qui n'est pas le cas du président de la section professionnelle. Non, autrement dit, ça n'avance pas. Ça n'avance pas, c'est aussi, c'est un peu comme je dis, si je suis pour rien, si ça doit avancer, c'est dans le cadre du dialogue et des relations entre les pros et la SOS. J'ai pas envie d'être l'otage ni de l'un ni de l'autre. Oui, mais vous avez des terrains, vous êtes propriétaire, la ville est propriétaire de terrain. Fou, s'il doit attendre encore 6 mois, 1 an, 2 ans, au fond, c'est plus un sujet pour moi. Donc, qu'ils se mettent d'accord entre eux. Ça fait 3 ans que ça dure, donc je suis pas 6 mois près. Et qui se mettent d'accord. Alors, il y a ces tentatives ou tentations d'essayer de me faire rentrer dans le jeu. Comme si je rentrais dans la vie d'un couple. Je me dis, après, ça me retombe dessus, quoi. Pourtant, il est serein, ce couple. Comment? Les ménages à 3, je pense. Non, c'est sérieux. Je me refuse. C'est pas moi de leur trouver un accord, c'est eux de se mettre d'accord. Et et je veille d'ailleurs à jouer l'équilibre le plus parfait. Quand j'en vois un, en principe, je vois l'autre, je prends ce qu'il me dit, etc. Mais je ne prends pas de position aujourd'hui en faveur de l'un ou de l'autre. J'attends qu'ils se mettent d'accord et qu'ils viennent me voir en me disant voilà, on a trouvé l'accord, ce qui permettra après, le cas échéant, sur la tribune, sur les terrains, etc., de prendre des décisions. C'est trop facile de mettre la ville au centre du jeu lorsqu'on n'a pas grand-chose à y faire, quoi. Pas grand-chose. Elle est quand même concernée. Oui, mais la tribune, on l'a... patrimonialement et du point de vue de l'image. Ça n'empêche pas la ville... Non, pas l'image. Ça n'empêche pas la ville de dormir. La ville a construit la tribune, c'était... Bon, en fait, je venais d'être élu, moi. Ça s'est décidé en 83, elle a dû être réalisée en 84, je crois. Donc 16 et 18, ça fait 34 ans. 19, 35 ans, je veux dire. Très franchement, je suis pas... moi, je ne peux pas m'exprimer aujourd'hui parce que... sur l'immobilier que vous évoquez,
tout dépend de l'accord que va trouver la SOS et puis les pros. Donc j'attends qu'ils se mettent d'accord, ce qui permet après de régler le cas échéant des choses. Aujourd'hui, que je porte 6 mois de plus ou un an de plus la tribune, vraiment, moi ça ne m'empêche pas du tout de dormir. Tu vois bien le jeu. Le jeu classique, c'est on me tire d'un côté, je soutiens d'un côté, et on veut me tirer de l'autre, on me soutient de l'autre côté. Je ne suis pas l'œuf dans le béquier, quoi. Donc ça me permet aussi d'éviter. Non, mais votre position est claire. Merci. Ok. À qui je disais que je vais dîner, déjeuner avec l'archevêque ce midi. Non, on cherche à le joindre. C'est vrai, vous l'avez dit. C'est Ludovic Berger qui cherche un dossier sur. Ce que je disais tout à l'heure, je voulais bien servir d'intercesseur, si vous avez des bêtises, on le dit. Il est bien d'ailleurs, en fait, depuis Choses à faire, tous les évêques et archevêques que je rends, ça a toujours été des pointures sur le plan intellectuel, qui sont forcément brillants. Ça, on peut être fort sur le plan intellectuel, on peut être dogmatique aussi, on rétrécit dans sa pensée. Alors, comme préside en même temps la mission de France, qui est plutôt la dimension sociale de l'Église catholique dans notre pays, c'est des types qui sont plutôt ouverts, qui sont intéressants. Quand j'étais gamin, je rêvais d'être évêque. Je rêvais devant les grands évêques de l'histoire, et quand je les voyais avec leur parure, leur truc, ça me faisait envie. Comme Taribo West. Non, mais c'est vrai. Je trouvais qu'il portait aussi un enjeu de pouvoir. Mais sans mentir, je rêvais d'être évêque. C'est l'après 2020 peut-être. Voilà, je reprends des choses un peu. Mais sérieux, c'est ça aussi un me... métier à risque, Oui. actuellement. Je trouvais qu'ils avaient de belles gueules, c'est-à-dire une magnifique allure. D'emblée, ils portaient du charisme à travers leur parure. C'est là.